Une autre histoire du Mali s'écrit demain. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale entame sa phase nationale. Les 5 jours de travaux se préparent minutieusement. À quelques heures de l'ouverture, la commission d'organisation est à pied d'œuvre au CICB pour les derniers réglages des préparatifs. Les enjeux de l'événement et des dossiers sur cette initiative présidentielle à suivre dans ce journal. Comment évolue l'Alliance des États du Sahel AES? La question est examinée au cours d'une session entre les ministres en charge des Affaires étrangères des pays membres. C'est en marge de la conférence islamique au sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Tamsil Diabaté nous donne plus de précisions dans cette édition. Bonsoir et bienvenue dans la grande édition que nous commençons par cet événement historique, le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. À quelques heures de la cérémonie d'ouverture, la commission d'organisation est à pied d'œuvre pour les derniers réglages. Le CICB qui abrite l'événement affiche déjà un nouveau visage. La sécurité, les accréditations, la couverture médiatique, tout est passé au peigne fin pour la réussite de cet événement. Les images des derniers réglages avec Bemba Sibi et Aruna Diarra. Dernière réunion préparatoire de la phase nationale du dialogue intermalien. Le CICB, pour l'occasion, fait peau neuve. Les parties techniques s'activent pour les dernières installations et décorations des salles devant accueillir les participants. Pour mettre tout le monde au même niveau d'information, les membres de la commission d'organisation, la direction du protocole, la presse, les hôtesses, la sécurité, la compagnie de la circulation routière, tous se sont réunis pour peaufiner les contours de l'événement. Rencontre au cours de laquelle le chef du protocole a partagé les dernières informations pour la réussite de la cérémonie d'ouverture, notamment la question de l'accréditation. Dans les différentes salles, c'est-à-dire ont des accréditations personnalisées. Pour la salle des 1000 places, il y a les cartes qui ont été distribuées. Pour les autres salles aussi, des cartes qui ont été distribuées, mais les cartes sont différentes. Alors pour avoir accès à la salle de 1000 places, il faut obligatoirement être détenteur de la carte d'accès. La grande salle de 1000 places ne pouvant pas contenir tous les participants, des écrans géants seront installés dans toutes les salles connexes pour permettre de vivre en direct la cérémonie d'ouverture. Mieux encore, des tentes de 2000 places ont également été mises en place pour ceux qui n'ont pas de carte d'invitation. L'objectif est de créer de bonnes conditions d'accueil et de ne frustrer personne. Pour que les Maliens ne ratent rien de cet événement tant attendu, un accent particulier est mis sur la couverture médiatique. Il y a eu 350 accréditations qui sont données à la presse. Et sur les 350 accréditations, il y aura une vingtaine qui vont être dans la grande salle. Tous les autres peuvent être au niveau des salles annexes et pour avoir accès à l'information, à l'image, au son. L'ORTM, qui a l'exclusivité des images, n'a pas lésiné sur les moyens. Une grosse équipe de production a été mobilisée pour l'occasion. Un événement exceptionnel, mesure exceptionnelle. L'ORTM est au cœur du dispositif en termes de communication. Nous avons mobilisé environ une centaine d'agents, justement, pour permettre à tous les Maliens, où qu'ils soient, de pouvoir suivre cet événement. Il y aura la retransmission au niveau de ORTM 1, pour permettre également aux téléspectateurs de ORTM 2 de suivre l'événement. Il y a la retransmission également au niveau de la radio nationale pour permettre également à tous les auditeurs des radios de l'intérieur comme des disciples de Bamako de pouvoir suivre cet événement. Il y a également le site de l'ORTM qui sera mis à profit. Donc c'est l'ensemble du réseau de l'ORTM qui a été mobilisé pour justement cette couverture exceptionnelle. Ce n'est pas seulement la cérémonie d'ouverture sera transmise en direct sur l'ensemble du réseau, mais également durant toute la phase, nous serons présents avec des éditions spéciales. Après la rencontre, c'est l'inspection des différentes salles. Pour le moment, tout se passe bien. Les équipes de nettoyage ont déjà terminé. Celles en charge de la décoration également. Les appareils de sonorisation sont testés. Rien n'est laissé au hasard. Le dialogue intermalien, un événement historique qui sera gravé dans les annales du Mali et chacun a sa pierre pour la réussite de ses assises. Voilà, l'ORTM fortement mobilisé pour la couverture de cet événement majeur. Des communes aux régions, en passant par les ambassades et les consulats, les Maliens se sont prononcés. Place à présent à la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Elle débute donc demain au CICB sous la présidence du président de la transition. Un dialogue voulu par le chef de l'État pour permettre une appropriation nationale du processus de paix et de l'élimination des racines des conflits
communautaires et intracommunautaires, marcher ensemble vers une paix définitive pour bâtir des actions pérennes de développement durable sur l'unité nationale et le vivre ensemble. C'est la finalité recherchée par cet événement. Voyons ensemble les enjeux de ce dialogue avec Yaya Konaté. Rébellion, armée, rupture de l'ordre constitutionnel, l'histoire du Mali contemporain a été marquée par de nombreux soubresauts, parmi lesquels une crise multidimensionnelle en cours depuis 2012 avec son corollaire de conflits inter- et intracommunautaires et ses graves conséquences sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. Berceau de 3 grands empires médiévaux, le Mali est pourtant connu pour être un havre de paix, un pays divers et pluriel, une mosaïque culturelle où les différentes composantes de la société ont toujours vécu dans une parfaite symbiose grâce à des mécanismes endogènes, partie intégrante de notre histoire et de notre héritage culturel. Mais aujourd'hui, la crise semble avoir atteint les fondements même de notre société. Après avoir tenté de recoller les morceaux à travers un énième accord de paix obtenu encore une fois grâce à une médiation extérieure, accord qui s'est avéré par la suite inapplicable, les autorités de la transition décident d'en sortir, mais aussi et surtout de changer de fusil d'épaule. Désormais, le linge sale se lavera en famille et non publiquement dans un pays tiers. Et voilà lancé le dialogue intermalien. Annoncé par le président de la transition dans son discours de Nouvel An, cette tribune est censée permettre une appropriation nationale du processus de paix et l'élimination des racines des conflits communautaires et intracommunautaires, conflits qui n'ont cessé de proliférer ces derniers temps du nord vers le sud en passant par le centre. Compter sur ses propres forces, sur les mécanismes endogènes qui ont toujours permis de prévenir et de gérer les conflits, telle est désormais la voie choisie à travers une arme qui a toujours fait ses preuves, ici comme ailleurs, une arme aux multiples vertu dénommée dialogue. Un dialogue décentralisé avec différentes phases pour plus d'inclusivité. Il s'agit, pour paraphraser le président du comité de pilotage mis en place à cet effet, de questionner sans complaisance la société malienne pour mieux comprendre les causes apparentes et profondes des conflits qui l'assaillent, autrement dit de s'adonner à un exercice d'autocritique et de vérité. À travers cette démarche, le président de la transition, chef de l'État, souhaite que les Maliens et les Maliennes marchent ensemble vers une paix définitive, celle qui permettra de bâtir des actions pérennes de développement fondées sur l'unité nationale et le vivre ensemble. Des communes aux régions, des ambassades aux consulats, les Maliens ont donc été appelés à se parler à cœur ouvert et le processus devrait être parachevé au niveau national cette semaine. Au sortir de la phase nationale, les recommandations retenues devront servir de boussole pour guider les choix de nos autorités dans la recherche de paix et de quiétude pour un Mali uni et prospère. Voilà, rendons-nous au CICB où se tient à partir de demain le dialogue intermalien phase nationale. Sur place, Ibrahima Traoré va s'entretenir avec le ministre Ousmane Issoufou Maïga, président du comité de pilotage du dialogue intermalien. Bonsoir Ibrahima. Oui, bonsoir Salimata Daou. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Centre international de conférence de Bamako. Dans la salle Djali Baba Sissoko, une salle mythique pour avoir abrité plusieurs rendez-vous historiques du pays. C'est ici donc que s'ouvre demain, vous l'avez dit, les travaux de la phase nationale du dialogue intermalien sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition. Les Maliens de tous bords venant des 19 régions du Mali, du district de Bamako et de la diaspora vont se parler sans tabou pour que le pays renoue avec la paix et la réconciliation. Alors, où en sommes-nous avec l'organisation? Comment va se dérouler ce dialogue? Qu'est-ce qui est attendu des participants? Pour en parler, nous recevons ce soir le président du comité de pilotage du dialogue intermalien, l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, ma première question, est-ce que tout est fin prêt pour ce dialogue? Quelles sont les dispositions prises pour la réussite de cette phase nationale du dialogue intermalien? Merci beaucoup. Par la grâce de Dieu, le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale est fin prêt. Nous avons réuni toutes les conditions favorables afin que cette phase nationale se déroule dans les meilleures conditions possibles, tout comme nous l'avions fait au niveau des communales, au niveau des régionales. Aujourd'hui, nous sommes prêts pour livrer la quintessence des résultats
issus des concertations des régions, aussi bien que de la diaspora, des Maliens établis à l'extérieur. Et toute la documentation a été remise aux différentes délégations qui sont venues de nos 19 régions et du district de Bamako, aussi bien que des pays à grande concentration où résident des Maliens. Et les camps de réfugiés, où nous avons des Maliens, des compatriotes, au Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger. Ils sont tous présents avec les délégations des différentes régions. Donc nous sommes prêts. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de participants et est-ce que tous les délégués sont en ce moment à Bamako? Nous avons 8 délégués par région. Nous avons 19 régions, plus le district, ça fait 20. Et nous avons innové en créant une 21e région, entre guillemets, c'est l'université, qui a eu le même nombre de gens à inviter que les différentes régions. Et ils sont tous présents ici à Bamako. Un mot sur l'approche participative et inclusive. Pensez-vous que tous les Maliens ont embarqué à bord de ce dialogue, du train, de ce dialogue intermalien? Son Excellence le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, dans la démission qu'il a adressée au comité de pilotage pour le dialogue intermalien, pour la paix et la réconciliation, a dit en substance, faites en sorte que l'ensemble de nos concitoyennes et concitoyens participent à ce dialogue. Faites en sorte qu'aucun Malien ne soit resté au bord de la route, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et c'est pour cela que nous avons aussi créé un site pour que l'ensemble des Maliens puissent, à travers ce site numérique, malidialogue.ml, puissent s'exprimer, nous envoyer leurs ressentis, nous envoyer leurs observations, nous envoyer leurs contributions. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons 127 000 visiteurs sur le site, sur lequel nous avons reçu 399 contributions. Parlons du déroulement du dialogue proprement dit. Comment est-ce que ça va se passer? Oui, le déroulement, nous avons, comme dans nos thématiques, nous avons créé 5 grandes commissions qui gèrent des thématiques différentes. La première commission, c'est paix, réconciliation nationale et cohésion nationale. La deuxième thématique, les aspects politiques et institutionnels. La troisième thématique, c'est l'économie et le développement durable. La quatrième thématique, ce sont les aspects sécuritaires et la défense du territoire. Et enfin, la cinquième thématique, qui est la géopolitique du Mali et l'environnement international. Toutes ces commissions travaillent d'arrache-pied, ont sorti des conclusions qui seront mises à la disposition des différents délégués qui seront là à partir de demain. Alors justement, vous avez évoqué les 5 thématiques autour desquelles les débats vont se passer. Et globalement, qu'est-ce que les Maliens ont recommandé à la base, notamment au niveau communal, à l'échelle régionale et même au niveau de la diaspora? À l'étape actuelle, les documents que nous avons reçus démontrent tout l'intérêt que les Maliennes et les Maliens portent à ce dialogue. Les Maliennes et les Maliens ont une envie de se parler, de proposer des solutions aux différentes crises cycliques, j'allais dire même endémiques, parce que depuis une dizaine d'années, un peu plus, nous sommes dans des cycles, dans des conflits. Et les Maliens se sont rassemblés afin qu'ils puissent trouver des solutions endogènes aux problèmes qui assaillent leur pays, afin que le pays se mette au travail et que nous quittons ces crises cycliques. Vous avez une idée quand même des recommandations phares? Oui. Ça et là. Les Maliens ont fait de très fortes recommandations que nous allons mettre à la disposition de ceux qui sont venus des régions, qui vont les discuter. Entre autres demandes ou souhaits? Entre autres la paix, la réconciliation nationale, la cohésion sociale, le développement, le vivre ensemble.
Monsieur le Président, qui tait visiblement un peu les recommandations issues, en tout cas au niveau de la base. Un sujet s'est particulièrement invité au débat, la prolongation de la durée de la transition. Est-ce que c'est l'objectif de ce dialogue intermalien? Vous remarquerez que dans nos termes de référence, nulle part nous ne parlons de prolongation de la transition. Toutefois, nos concitoyens d'ici et d'ailleurs, certains ont fait cette proposition sur leurs droits. Dans le débat, on a dit que tout est mis sur la table. Il faut parler de tout au-delà des termes de référence que nous avions élaborés, que les gens ont leurs préoccupations locales, leurs préoccupations régionales, leurs préoccupations dont, entre autres thèmes qui est venu en surface, c'est la prolongation de la transition. Ça, c'est l'avis des Maliens et qui l'ont exprimé. Nous ne pouvons pas l'occulter. Nous sommes à quelques heures de l'ouverture des travaux. Nous l'avons dit ici même, dans cette salle, sous la présidence du chef de l'État demain. Alors, en ce moment précis, à quelques heures de l'ouverture de ce dialogue, qu'avez-vous envie de dire à vos compatriotes? Je voudrais d'abord remercier l'ensemble de nos compatriotes pour l'engouement, pour leur mobilisation, pour le dialogue franc instauré en leur sein, dans leur commune, dans leur quartier, dans leur grain, dans leur région. Et aussi, demain, ce serait le point national. Donc, il faut remercier l'ensemble de nos compatriotes pour leur engouement, pour leur sens du devoir, parce qu'ils ont envie que leur pays sorte de ces crises cycliques. Et je voudrais leur demander que le dialogue ne finit pas. Nous devons toujours continuer à dialoguer. Et faire appel à ceux qui ne sont pas venus, que la porte leur soit ouverte et que nous sommes disponibles à les recevoir pour recueillir leurs contributions, leur participation afin que notre pays connaisse un développement harmonieux et endogène. Le temps de rendre l'antenne à Salimata Daou. Juste un mot sur la communication autour de ce dialogue. Nous savons quand même qu'il y a la presse qui est fortement mobilisée pour sensibiliser et informer davantage nos concitoyens. Je voudrais d'abord remercier l'ORTM pour sa grande mobilisation. Depuis février, l'ORTM est à nos côtés. La passion du service public. Les travailleurs de l'ORTM se sont mobilisés à nos côtés pour faire passer les messages de paix, les messages de réconciliation, le message de vivre ensemble, le message de cohésion sociale. Et en plus, nous avons la commission de communication de notre dialogue qui s'est mobilisée, qui a rassemblé tant au niveau de la Maison de la Presse qu'au niveau du CICB l'ensemble de la presse écrite et audiovisuelle pour leur parler de ce dialogue. Ils sont des citoyens, ils y participent et ils ont apporté une contribution extraordinaire. Je dois leur adresser toutes nos félicitations et nos remerciements parce que nous sommes tous dans le même bateau. Merci beaucoup à eux. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Vous tenez bon, n'est-ce pas, jusque-là? Je suis en très bonne forme. Parfait. Bonne continuation et bon dialogue. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Salimata Daou, c'est ce qu'on pouvait retenir ici. Donc, je rappelle simplement que demain, dès 8h, vous pourrez suivre en direct sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ORTM la cérémonie d'ouverture de ce dialogue intermalien, phase nationale. À vous l'antenne. Merci Ibrahima. À présent, ce dossier, une mission d'envergure commanditée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, celle de rassembler tous les Maliens pour qu'ils se parlent directement, sans intermédiaire. Elle a été confiée à un comité fort de 163 membres et dirigé par l'ancien Premier ministre que vous venez de voir tout à l'heure, Ousmane Sifou Maïga. Le comité a organisé une dizaine de rencontres avec toutes les couches sociales et institutions du pays et rencontré également des personnalités pour solliciter leur participation au dialogue. Qu'est-ce que le comité a fait depuis sa mise en mission par le chef de l'État le 5 février dernier? La réponse dans ce dossier signé Sila Batili. J'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances
à un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation. La responsabilité d'un chef d'État face à l'histoire d'un Mali réconcilié avec tous ses fils et filles. Ce jour-là, 31 décembre 2023, naissait l'idée du dialogue intermalien. Se parler directement sans intermédiaire et laver le linge sale en famille. Un engagement de taille pour recoudre le tissu social et rassembler tous les Maliens. Un mois après, le chrono est mis en marche et le président de la transition, colonel Assimi Goïta, installe officiellement le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. C'était le 5 février 2024 au palais présidentiel. La lettre de mission est remise au président du dit comité, l'ancien premier ministre Ousmane Issoufou Maïga. Ce dialogue que vous voulez pluriel et qui ne sera pas un dialogue au sens étymologique du terme, nous le concevons comme une symphonie à plusieurs voix, des voix multiples, diverses et variées, mais harmonieuses, exprimant une même tonalité, celle de la compréhension mutuelle et du consensus général. Dans la lettre de mission, le président de la transition demandait de questionner sans complaisance notre société, de comprendre les causes apparentes et profondes des conflits qui l'animent et de créer les conditions nécessaires d'un dialogue franc et sincère entre les Maliens de manière inclusive, afin que nul ne soit exclu. Nous avons tous les atouts pour réussir un dialogue direct entre les Maliens, garanti par l'ensemble de la communauté. Il nous faut donc puiser dans notre histoire pour construire une mémoire collective à la fois pour notre génération actuelle et future, afin que nous ne retombions plus jamais dans des situations de déchirement. Commence donc la lourde tâche de créer des conditions d'un dialogue franc et direct pour rassembler tous les Maliens sans exception. Pas question de laisser un Malien sur le quai. Tout le monde est invité à embarquer dans le bateau pour qu'il cesse de vaciller. Le comité fort de 163 membres siège au Centre international des conférences de Bamako. Il a ainsi organisé différentes rencontres, travaux de groupe, ceux en commission et en plénière qui ont permis, selon Ousmane Issoufou Maïga, de mettre tout sur table, de discuter sous forme de questions thématiques. 5 commissions thématiques ont été ainsi créées, plus la commission communication. La série de rencontres est bouclée par l'atelier de validation des termes de référence. Ces termes de référence ont été remis au président de la transition, colonel Assimi Goïta, le 4 mars 2024. La procédure du dialogue y est détaillée avec 5 thématiques retenues pour conduire les débats. Paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, questions politiques et institutionnelles, économie et développement durable, aspects sécuritaires et défense du territoire et enfin géopolitique et environnement international. Les termes de référence examinés et validés, l'appel du Mali est lancé à ses dignes fils pour dialoguer. Le comité reprend un mois après et initie une autre série de rencontres avec l'ensemble des institutions de la République, les forces vives, les syndicats, les groupements socio-professionnels, les femmes, les jeunes, les partis politiques, les légitimités traditionnelles et les confessions religieuses. Après cette étape, le président du comité de pilotage du dialogue intermalien, Ousmane Issoufou Maïga, a pris son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre de l'ancien président de la transition, professeur Dioncounda Traoré, et des anciennes premières dames, des témoins de l'histoire du Mali d'hier et contemporain. Si nous voulons repartir d'un bon pied, il faut que nous acceptions, que nous comprenions qu'il est absolument nécessaire que nous nous asseyions ensemble, que nous nous parlions en vérité, en toute franchise, en toute liberté, et qu'ensuite nous nous pardonnions mutuellement et que nous décidions de façon consciente de vivre ensemble. Nous sommes tous concernés à un titre ou à un autre. Le Mali appartient à tous les Maliens. Nous pouvons être en discorde de temps en temps. Mais c'est normal. Tout le monde doit participer. Personne n'a le droit. Personne, je dis, n'a le droit de refuser ce dialogue. Personne. J'invite tous les Maliens à adhérer à cette vision
pour la stabilité et le développement de notre pays, le Mali. Le président ATT a toujours privilégié le dialogue, le compromis et le consensus pour l'intérêt supérieur du Mali. Le Mali vaut de l'or, il faut qu'on se mette ensemble. Et la mission que Monsieur le Président de la Transition vous a confiée n'est pas facile, mais le comité est composé d'hommes qui connaissent le Mali. Vous pouvez atteindre les objectifs. Mon souhait, c'est que le Mali aille de l'avant. Le dialogue proprement dit pouvait commencer avec en premier lieu la phase communale du 13 au 15 avril 2024. Ensuite s'est tenue la phase régionale du district de Bamako, des ambassades et consulats du 20 au 22 avril 2024. Pour la couverture de l'atelier national prévu du 6 au 10 mai 2024, les hommes de médias ont eu droit à une séance d'information et d'échange avec la commission communication du comité de pilotage. Une mission d'envergure à la taille de l'événement, le comité de pilotage a en tout cas ratissé large en invitant tous les Maliens selon son président. Il est donc attendu l'expression à l'unisson d'un Mali confiant en son avenir et dévoué au renforcement de sa souveraineté. La prolongation de la transition, la sécurisation du pays, la promotion du dialogue et du vivre ensemble, la réconciliation entre les Maliens sont quelques-unes des principales recommandations formulées lors des phases communales et régionales du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Des recommandations qui seront examinées par la phase nationale qui s'ouvre demain au CICB et ce jusqu'au vendredi. Le retour sur ces recommandations avec Siaka Konate. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ni la phase communale, ni celle régionale et de la diaspora du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation n'ont tranché la question sur la durée de la transition. Pour preuve, les uns recommandent une durée de 12 à 36 mois, voire plus, à partir de la tenue de la phase nationale. Les autres optent pour la prolongation de la transition jusqu'à la stabilisation du pays. Autrement dit, ils préconisent d'organiser les élections après la sécurisation totale du pays. Et pour sécuriser le pays, il est recommandé de déployer les forces armées de sécurité sur l'ensemble du territoire national, de dissoudre les milices d'autodéfense et les insérer dans les rangs des FDS, accélérer le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion, moraliser le mode de recrutement au sein des forces armées et de sécurité. Les participants ont d'autre part demandé de valoriser les mécanismes traditionnels de gestion des conflits, promouvoir le dialogue et la réconciliation entre les communautés, ouvrir le dialogue avec les djihadistes maliens, notamment Iyad Ag-Ghali et Amadou Koufa, examiner les cas des groupes armés signataires et non signataires du défunt accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger, faciliter les retours des réfugiés et déplacés internes, maintenir le caractère unitaire, indivisible la forme républicaine et laïque du Mali, dissoudre les associations à caractère ethnique, réduire le nombre des partis politiques et associations à caractère politique, supprimer le financement des partis politiques, promouvoir la justice transitionnelle, les mécanismes de vérité, de justice et de réparation pour les victimes, et réhabiliter l'ancien président Faye Modibo Keïta font également partie des recommandations. Enfin, il a été recommandé de susciter la candidature du président de la transition, colonel Assimi Goïta, à l'élection présidentielle pour lui permettre de poursuivre les chantiers de refondation et de construction du Mali courant et de renforcer la souveraineté retrouvée du Mali. À suivre dans nos programmes ce soir, spéciale question d'actualité sur le dialogue intermalien, un numéro consacré aux recommandations issues des phases communales et régionales. Les présidents des 5 commissions thématiques sont les invités. Je vous propose de suivre un extrait de ce débat animé par Yaya Konate. D'aucuns estiment que le dialogue, finalement, c'était juste un alibi pour légaliser une certaine prolongation de la transition. Qu'est-ce que vous répondez, vous qui êtes à la tâche? Les TDR n'avaient pas prévu certains aspects, notamment la transition, la durée de la transition, le candidat de la transition, etc. Mais
on a mis entre autres propositions, il y a des gens qui sont prononcés là-dessus. On a eu au moins 4 communes où les représentants ont demandé à ce qu'on prolonge la durée de la transition pour permettre non seulement de consolider ce qu'on a acquis, et ensuite de ramener la paix. Parce que sans elle, rien ne sera possible. Dans la situation actuelle où nous sommes, on ne peut pas dire que la transition s'est terminée. Nous avons besoin d'un État fort qui continue de gagner des victoires contre les terroristes et les rebelles. Et nous ne voulons pas qu'il soit créé un vide quelconque. Dans aucune de nos thématiques, la question de la prolongation de la transition n'a été évoquée. Mais puisque ça fait partie des préoccupations de notre peuple, il est tout à fait normal, logique, naturel que nos populations, à la base, puissent se prononcer sur cette question. L'objectif recherché par le président de la transition, c'est de mettre les Maliens ensemble et qu'ils discutent de la paix. Comment arriver à une paix, à une réconciliation et à un mieux vivre ensemble. Je crois que c'est ça l'objectif qui est fixé. Et au regard de l'énormité des sujets abordés, vouloir dire simplement que oui, c'est juste pour ça. Je crois que les autorités de la transition n'auraient pas besoin de tout cela pour prendre un décret et signer vraiment une prolongation de la transition. On l'a déjà fait par le passé. Le chef de l'État a le souci de stabiliser ce pays-là et de le porter sur une rampe de lancement pour l'émergence. Et pour cela, il faut d'abord de la paix et de la sécurité. Voilà, question d'actualité à suivre ce soir dans nos programmes, juste après Défense citoyenne. Le président du comité de pilotage du dialogue intermalien, accompagné du ministre en charge de la culture, a présidé le vernissage des œuvres issues du concours Peindre la paix. Le vernissage est couplé à la proclamation des résultats et remise des prix du dit concours. L'occasion était aussi bonne pour présenter la symphonie de la paix, des initiatives soutenues par la Fondation Festival sur le Niger. Compte rendu Cheikh Oumar Sangari. Quoi de plus puissant, quoi de plus fort que la culture pour faire la paix? Conviction d'un chef d'orchestre partagée entre motivation et satisfaction de voir les acteurs du secteur de la culture mobilisés pour contribuer au dialogue intermalien. Le concours Peindre la paix fait suite à l'appel au dialogue du président de la transition et à la mobilisation générale sonnée par Ousmane Ousoufi Maïga, président du comité de pilotage du dialogue intermalien et non moins parrain de la présente cérémonie. Il a demandé à tous les membres de prendre des initiatives personnelles et entre Bamako et Ségou. Moi j'ai imaginé ce projet avec mes collègues. Quand on parle d'art et de culture, c'est ensemble qu'on peut le faire. Donc j'ai demandé toutes les fêtières du Mali de se joindre à la fondation pour présenter un programme, un projet culturel au comité de pilotage. Et on a fait cette proposition au comité et que le président a bien validé ces différentes activités. Et c'est pourquoi depuis 3 semaines, nous avons lancé ce concours. Pour ce concours, 88 artistes plasticiens, sculpteurs, photographes et autres numériques de 13 régions étaient aux prises. C'est Rukiatou Sissé de Bamako qui arrive en tête avec son tableau intitulé La paix. Elle est suivie de Cheikh Oumar Karanyara de Koutiala dans Diversité et Réconciliation et de Ousmane David Dounion de Bamako dans Vive la paix. Ils empochent respectivement 1 500 et 300 000 francs CFA. D'autres prix d'encouragement et des prix pour la catégorie enfants ont aussi été décernés. Sur les 159 œuvres présentées au concours, une cinquantaine font l'objet d'une exposition dont le parrain a présidé le vernissage. Je suis très impressionné par ce que j'ai pu constater et voir, par le travail du génie de nos enfants, de nos jeunes, et même des autodidactes qui ont montré tout leur savoir-faire et nous ont donné cet agréable après-midi.
de croire en notre pays, de croire que les dirigeants ont eu raison. Le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a eu raison de parler de paix, de réconciliation et de cohésion. Il a eu raison de nous mettre en mission pour dire de rassembler les Maliens, pour qu'ils se parlent. Et M. Daffé nous a donné l'exemple de peindre la paix. La cérémonie a été mise à profit pour la présentation d'un extrait de la Symphonie pour la paix, une autre contribution de la Fondation Festival sur le Niger au dialogue qui s'ouvre demain. Le Mali, c'est une mosaïque culturelle, du nord au sud, d'est en ouest, au centre. Chaque contrée du Mali, chaque aire culturelle du Mali est une spécificité. Et cette symphonie nous a démontré que le Mali multilingue, multi-ethnique, multiculturel, représente en réalité une seule entité, la nation malienne. L'œuvre musicale pour la paix est un savant mélange des grands titres du répertoire national avec une note touchante d'islam. Juste après la présentation de la symphonie, le président du comité de pilotage du dialogue intermalien, très ému par le spectacle, a improvisé sa prise de parole. Monsieur le ministre, Monsieur Daffé, je voudrais que ça soit le lundi matin, devant le chef de l'État, que ça soit cette symphonie pour la paix. Oui, du très beau message de cohésion sociale. Dans le cadre de ce dialogue, nous ouvrons une fenêtre ce soir sur nos atouts face au conflit en matière de dialogue depuis la charte de Kouroukanfouga. Il s'avère ainsi que le Mali est une terre de dialogue dont le vivre ensemble est le maître mot. Nous, Maliens, héritiers de mécanismes endogènes de gestion du conflit, comment sommes-nous arrivés là ? Après tous ces efforts consentis par nos ancêtres, suivons ce grand format signé Tamsir Diabaté, Tayeb Adiaouyakoy et Astan Satourou Diabaté. Le Mali, terre de dialogue. Une réalité qui prend sa source depuis les assises de Kouroukanfouga, convoquées au lendemain de la bataille de Kirina en 1235. Oui, celle reconnue jusqu'ici comme la plus sanglante de l'histoire du Mali et qui annonce la naissance de l'Empire du Mali. Cette réalité historique se justifie aussi par la stratification de la société mandingue et l'architecture du dialogue légué par nos ancêtres. C'est là à travers la parole, le vestibule et l'entente. Dès que la parole est transposée dans le vestibule, ça devient un dialogue. Parce que là, il y a au minimum 2 ou plusieurs individus qui sont en interaction. C'est suite au dialogue entre les différents participants qu'on arrive à une attente qu'on appelle Benkan. La parole est donnée à tout le monde pour exprimer son point de vue, son opinion sur les sujets discutés. La décision prise sous l'autorité du Djamanatiki, donc, prime aussi sur la décision du Kabila, et celle du Kabila prime sur la décision
d'Igua, ainsi de suite. Et c'est à l'issue des assises de Kouroukanfouga que les Mandékas ont compris que le Mandé a tangué. Il a été testé, mais il surmonte l'épreuve pour continuer. Bref, le Mali vient de loin, et même très loin. Et c'est de là que cette assertion a pris naissance. Des Girou étaient là, des orateurs étaient là. Manembe lumbola maiko febaroji, manembe rom maiko de la konoji, nga maneta bonne. Wangwale. Et c'est ainsi que le président Goïta, chef suprême des armées, rouvre le livre d'histoire du Mali avec la 4e République en regardant dans le rétroviseur. Oui, à l'appel du Tabalé, aucun enfant du Grand Mali ne doit être en marge du rendez-vous de l'histoire. Une histoire dont les pages seront écrites pour et par les Maliens. J'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation. Le président du Conseil national de transition, pour qui le bateau du dialogue ne laissera personne à quai, mais à condition que l'agenda soit celui du Mali. Rien que le Mali. Nous ne permettrons plus à qui que ce soit d'aller marchander nos problèmes à notre détriment. Aux problèmes maliens, des solutions maliennes propres à nos cultures, à nos philosophies et à nos pensées. Le chef d'orchestre du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a vite compris que ce dialogue voulu par le président de la transition se veut endogène pour consolider les acquis du nouveau départ. À partir de là, peut-on admettre que ce dialogue intermalien qui s'inspire du passé est un autre Kouroukanfouga qui se dessine? On peut admettre que Kouroukanfouga renaît. Il faut au moins notre façon endogène de résoudre nos problèmes, notre façon endogène de trouver une solution à nos crises. Et la référence pour cette solution endogène est principalement basée sur nos valeurs et nos cultures, dont on peut citer la charte de Kouroukanfouga comme référence. Unanimement reconnu, le Mali est une terre de dialogue, d'où réside d'ailleurs sa force à faire face aux multiples défis qui l'assaillent. Si toutefois il n'y a pas une chaîne de transmission de nos valeurs, il n'y a pas un système de transmission de nos valeurs, il n'y a pas un mécanisme de transmission de nos valeurs, c'est bien évident qu'on s'y retrouve dans ce désemparement total. Dans 777 ans, le Mali va connaître une crise. Et que la seule façon de surmonter la crise, c'est de renouveler nos pactes et nos alliances à la lumière de la prescription divine. Nos ancêtres ont prévu que nous pouvons être par moments à la croisée des chemins. Et en la matière, ils nous conseillent de nous référer à nos traditions. Et le dialogue appartient au système de valeurs de l'éducation traditionnelle. Il croyait à cette préméditation. Seul l'absolu, la mort pouvait l'empêcher à être à ces rendez-vous historiques. Patriote, oui, parce qu'il était préoccupé des rangs que sa patrie, le Mali, doit atteindre dans le concert des nations. Il s'agit de lui, Adaman Sabasekou, qui est parti optimiste parce qu'il croyait à nos valeurs. Le destin du Mali est tracé depuis des siècles. Que ce que nous sommes en train de vivre était prévu. Et la manière d'en sortir aussi est prévue par nos ancêtres. Il n'y a pas de raison de ne pas y croire, puisque nous sommes en train de le vivre. Voilà deux véritables cours d'histoire dans cette édition. Du Mandé, rendons-nous dans le royaume Bamana de Ségou, univers de gestion des conflits. Nos ancêtres se servaient beaucoup des relations sociales dont le mariage, le respect de soi et de l'autre, la tolérance, le cousinage à plaisanterie, le pacte entre les villages, les griots, le dialogue. Bref, la bonne structuration de la société et la diversité des mécanismes de prévention expliquent la rareté des conflits dans le royaume Bamana. Ramata Konaté et Isaba nous en parlent dans ce dossier. Suivons ensemble.
La société traditionnelle malienne, riche de ses valeurs culturelles, s'attache fortement au dialogue, à la tolérance, à l'hospitalité, à la non-violence, au respect de soi et de l'autre. C'est d'ailleurs là où elle puisait ses forces pour l'équilibre social, soubassement de la bonne gestion de la famille et du terroir, des fondements de la société malienne adossés à des mécanismes de prévention et de gestion des conflits. Et le royaume Bambara de Ségou n'échappe pas à cette règle. Ici, la résolution des conflits, c'était avant tout la prévention. Quand on prend le royaume dans sa structure culturelle, dans son patrimoine, le Bambara, c'est le Yéredon. Donc, connais-toi toi-même, ça c'est le substratum de notre culture. Quand on parle du substratum Bambara, Yéredon, connais-toi toi-même, ça peut résoudre pas mal de conflits. Pour la résolution des conflits dans le royaume Bambara de Ségou, on misait sur l'éducation et certains acteurs clés de la société. Première actrice de résolution des conflits, c'est d'abord les femmes. Même dans le royaume Bambara, je ne le cite pas, leur action est très très discrète. Quand les camarades d'âge interviennent aussi pour un conflit, le conflit peut s'estomper. Les hommes de casse, il y a les Korodois là-dedans, les griots, il y a les Korodois, il y a les Garangués, il y a pas mal de choses. Donc aussi, eux interviennent seulement, généralement, le conflit s'estompe. Suite à l'intervention des griots, les partis se pardonnaient de façon sincère dans les royaumes Bambara de Ségou. Aussi, les relations sociales, dont les cousinages, les mariages, les belles-sœurs contribuaient à mettre fin au conflit en milieu Bambara. Le royaume Bambara de Ségou a aussi hérité du cousinage à plaisanterie comme moyen de résolution des conflits. Il y a cousinage à plaisanterie entre les ethnies. Il y a cousinage à plaisanterie entre les villages. Et de tout temps, il y a eu cousinage à plaisanterie entre le village de Sansandeng, village soniqué, et le village de Nyamina, village soniqué aussi. Si un conflit éclate à Sansandeng, si les gens de Nyamina intercèdent, le conflit s'estompe. Il y a un autre exemple que je cite souvent, c'est l'exemple entre le village de Mbeba et le village de Bambou. Bambou où a résidé le fils aîné de Ngolo. Le maléfice s'est abattu sur des villages ici à Ségou à cause du non-respect des clauses de la fin des conflits scellés par les cousins à plaisanterie. Les conflits interpersonnels ou entre les communautés y sont gérés selon leur type et degré de gravité. L'arbre à palabre, c'est lorsque le conflit prend une très grande envergure. C'est en ce moment qu'on se réunit sous l'arbre à palabre pour trouver la solution. Donc l'arbre à palabre était utilisé, le goualet aussi était utilisé. Mais en d'autres circonstances, on faisait le déplacement dans les familles. Et ce sont dans les familles qu'on trouvait la solution idoine pour résoudre ces conflits. C'est pour cela, pendant toute l'existence du royaume Bambara, il y a eu des guerres entre cités. Mais généralement, les frictions entre personnes, c'était rare. No fora choraba no yana ba fo atu wele kana awa no lu sara wele son. Après le non-succès de l'intervention du chef de famille ou des aînés, les conflits entre membres de la famille étaient gérés sous l'arbre à palabre appelé Broda. Et c'était un espace très respecté et craint de tous. La justice était rendue comme il faut. Quant aux conflits entre des villages, c'était la même justice. Ces conflits prenaient fin suite au dialogue au niveau de la frontière entre les villages avec des malédictions ceux qui vont violer les pactes.
De nos jours, le retour à certaines valeurs traditionnelles sonne comme une solution durable pour mettre fin au conflit selon plusieurs sources. Religieux, Guyo et Djatigi, chacun jouait pleinement son rôle. À cela s'ajoute le dialogue entre les citoyens, de meilleures armes pour contrer les conflits dans le royaume Bambara de Ségou. Le dialogue peut résoudre toutes les crises à condition que les recommandations soient appliquées. Pour que la société trouve ses marques d'antan, il faudrait qu'on revienne en arrière. Il faudrait que tous ces mécanismes-là soient recensés et enseignés aux enfants, à l'école et à la maison. Les solutions traditionnelles de gestion de conflits ne manquent pas à la nouvelle génération de s'en inspirer et de les adapter aux réalités actuelles pour l'équilibre social et une bonne cohabitation, gage d'un développement durable et du retour de la paix. Voilà, rendez-vous est donc pris demain 6 mai au CICB pour la phase nationale du dialogue intermalien. La rencontre prendra fin le 10 mai prochain. Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales convie l'ensemble des conseillers nationaux à prendre part à la première session ordinaire au titre de l'année 2024 de l'institution qui se tiendra du 6 mai au 4 juin à son siège à Bamako. La cérémonie d'ouverture de cette session est prévue ce lundi 6 mai à partir de 16h dans la grande salle des plénières de l'institution. Mise en place terminée 15h30. Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales s'est compté sur la présence effective de tous. Hors du Mali, à la tribune du sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI, par la voix du ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, le Mali appelle à un cessez-le-feu immédiat des hostilités dans la bande de Gaza en Palestine. Au cours de son intervention, il a fait le point du processus de la transition avec le dialogue intermalien en ligne de mire. Nous vous proposons un extrait du discours du ministre Abdoulaye Diop. C'est avec nos envoyés spéciaux à Banjul, Tamsir Djabati, Djelimakan Djabati. Le pays se remet progressivement et irréversiblement d'une crise sécuritaire qui n'avait pu être endiguée malgré la présence de forces internationales dans notre pays plus de 10 ans. Aussi, tirant les enseignements du résultat pour le moins mitigé de la présence internationale au Mali, les autorités de la transition ont décidé d'opérer un changement de paradigme dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Sous le leadership du président de la transition, nous avons diversifié nos partenariats, engagé plus de ressources à l'outil de défense pour recruter, former et équiper nos soldats, entrepris des réformes stratégiques mais également opérationnelles. Cette reprise en main par les Maliens de la gestion de leur propre sécurité a permis de réaliser des progrès importants comme le recouvrement de l'intégrité du territoire national et la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, ainsi que le redéploiement en cours de l'administration et des services sociaux de base dans les zones libérées. Aujourd'hui, les Maliens sont fiers de voir leurs forces armées et de sécurité réalisées en toute autonomie. J'insiste là-dessus, en toute autonomie et sur toute l'étendue de son territoire national, leur mission régalienne de défense de la patrie avec professionnalisme, loyalisme et dévouement. En effet, à la demande du Mali, le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies a pris fin, suivant la résolution 2690 du Conseil de sécurité en juin de l'année dernière. À ce jour, et conformément au droit international et à ses missions régaliennes, l'armée malienne a récupéré et occupe tous les camps et les emprises précédemment occupées par la MINUSMA. Le gouvernement du Mali continue de consentir des efforts importants pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Force est de reconnaître aujourd'hui que nos efforts, conjugués à la détermination de notre vaillante armée, se traduisent par des résultats très appréciables sur le terrain.
L'une des plus emblématiques est la reprise de la région de Kidal et la ville de Kidal sans incident majeur, occupée depuis plus d'une décennie par des groupes terroristes et des mouvements armés hostiles à l'intégrité du territoire du Mali et qui ont terrorisé les populations civiles, y compris celles de Kidal. Conscient que la résolution durable de la crise ne saurait se résumer à la dimension militaire, le peuple malien a décidé de prendre son destin en main et a donné mandat à ses dirigeants à travers les assises nationales de la refondation pour engager des réformes ambitieuses de nature à assurer une gouvernance vertueuse et une stabilité durable. Au nombre de ces réformes figure l'adoption en juillet dernier de la nouvelle constitution, mais aussi un certain nombre de réformes qui consacrent la souveraineté de notre pays. Cette stabilité, pour être durable et résister aux aléas politiques, doit reposer sur des fondements légitimes, consensuels et convenus, ensemble entre tous les Maliens. C'est tout le sens du dialogue intermalien initié le 31 décembre 2023 par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a tiré les enseignements de tous les accords et engagements infructueux pris jusque-là sur la base de médiation internationale. En marge de cette conférence islamique de l'OCI, les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel ont eu une séance de travail, une rencontre au cours de laquelle ils ont fait le point de l'évolution de l'AES. Tamsir Diabaté et Djelimare Diabaté étaient présents. En marge de la conférence islamique de l'OCI, les ministres en charge des affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel se sont réunis à la faveur d'une séance de travail pour évaluer, examiner et faire le point de l'évolution de l'AES. Et à l'issue de 2 heures d'échange, les patrons de la diplomatie des États du Sahel sont optimistes au regard des avancées notoires sur le plan sécuritaire, économique et bilatéral entre les 3 États membres de l'AES. Il y a une amélioration substantielle du niveau de sécurité et le niveau de collaboration aussi entre nos forces de défense et de sécurité. Et la hiérarchie est très avancée. Donc c'est déjà un pas important dans le cadre de la solidarité. Sur le plan économique aussi, nous travaillons à pouvoir renforcer la solidarité entre nos pays. C'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir échanger sur la meilleure façon de renforcer la concertation diplomatique entre nos pays, comment nous pouvons harmoniser nos positions, comment nous pouvons influer et interagir et agir au sein de ces instances comme l'OCI pour faire entendre la voix des pays du Sahel de façon solidaire. À ce niveau, remarquable sur l'impact et la nécessité de préserver les intérêts vitaux des peuples de l'AES, il est plus que jamais nécessaire d'accélérer le mécanisme mis en place pour une alliance d'intégration sous-régionale au vrai sens du terme. L'Alliance des États du Sahel, j'ai l'habitude de le dire, c'est une identité qui doit être conservée, qui poursuit sa marche. Et la structuration se poursuit. Là, on s'est retrouvés pour faire non seulement le point des activités menées depuis la dernière réunion qui nous a réunis à Ouagadougou et avoir un programme de travail. Nous avons prévu de nous retrouver très bientôt pour qu'on repasse en revue ces textes pour avoir quelque chose de définitif que nous allons valider et proposer à nos chefs d'État. Le Mali, le Burkina et le Niger, tous membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI, et en septembre 2023, ils sont dans une alliance pour relever ensemble les défis sécuritaires et du développement économique dans le Liptako gourmand. Toujours à Banjul, le ministre Diop a rencontré le secrétaire général de l'OCI ainsi que ses homologues du Sénégal, du Niger, du Burkina, du Kyrgyzstan, des Émirats arabes unis et de l'Iran. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Le Mali, dans un contexte sécuritaire et géopolitique, se veut de raffermir ses relations avec tous les autres pays et de participer activement à la vie internationale. Et pour ce faire, une place de choix dans le concert des nations. Mais il faut faire comprendre aux partenaires et amis que les relations avec le Mali, État-nation, sont désormais fondées sur 3 principes. C'est la démarche entreprise par le chef de la diplomatie
diplomatie malienne en marge des travaux de la 15e conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Le ministre Abdoulaye Diop, accompagné notamment de l'ambassadeur Fatou Binta Diop, conseillère spéciale du président de la transition chargée des questions diplomatiques, a eu des rencontres bilatérales de haut niveau, entre autres avec le secrétaire général de l'OCI, le ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères du Sénégal, celui des affaires étrangères du Kyrgyzstan avec ses différentes personnalités. Il a été question de renforcer les liens de coopération face aux défis du moment. Nous avons pu évoquer toutes les questions, vous savez, les questions de développement, de la paix et de la sécurité dans nos régions du Sahel. Tout ça nous a incité à voir avec beaucoup de calme et puis on essaiera comment on pourra faire avancer les choses ensemble. Nous allons renforcer cette coopération. Il y a beaucoup de plages de convergence et d'opportunités de développer cette coopération-là sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan environnemental, sur le plan de ce que nous partageons la Falémé. Donc c'est une coopération bilatérale à renforcer. Le Sénégal a tout à gagner dessus et le Mali a tout à gagner dessus. Nous sommes en train de lancer les bases pour la coopération bilatérale entre les deux pays. Nous avons entamé tout juste le premier pas. Et la seconde étape, ou la prochaine étape sera la rencontre entre les deux ministres des Affaires étrangères en marge de la session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre prochain. Dans la même foulée, le ministre Diop, accompagné d'une forte délégation, a eu des séances de travail avec ses homologues des Émirats arabes unis, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, ainsi que les ministres en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Niger et du Togo. Nous restons hors du Mali, toujours. Une cinquantaine de producteurs maliens ont pris part au Salon international de l'agriculture Agrishow au Brésil. Tous souhaitent participer à la prochaine édition. Ils ont exprimé leur attente au micro de nos envoyés spéciaux Mohamed Kentao et Mbarakou Maïga. Je suis un éleveur comblé d'avoir découvert ces potentialités brésiliennes que nous pourrons aussi exporter au niveau du Mali. Et aussi remercier les autorités brésiliennes qui n'ont pas manqué à dire leur disponibilité à établir un partenariat avec le Mali et surtout aussi à fournir le bétail. Mais dans les conditions où le Mali aura signé un accord sanitaire par rapport aux ébus. Le problème que nous avons chez nous, c'est que les gens travaillent individuellement. Il faut arrêter de travailler individuellement, il faut travailler en se donnant la main et en allant vers l'État. Et réellement, on n'a vu que des merveilles. On a vu que des merveilles. Et donc, avant-hier, on est arrivé à Uberlandia. On a eu une journée très très productive hier avec la préfecture, avec toutes les autorités locales. Et aujourd'hui, donc, nous sommes à Uberaba, toujours dans le Minas Gerais, pour participer à l'Expo Zébu. Donc toutes les plus grandes races bovines au monde sont représentées ici. Mais pas n'importe lesquelles races. Les races qui supportent surtout la chaleur et qui peuvent très facilement s'adapter chez nous au Mali. Nous savons tous que la production de tourteaux et d'aliments bétail dans notre pays est insuffisante pour nourrir notre cheptel. Aujourd'hui, nous avons des problèmes, nous amenons tout notre cheptel en dehors de notre pays et ça ne peut pas continuer. Donc il va falloir qu'on trouve les moyens de nourrir notre cheptel dans notre pays. Et c'est vraiment ces machines qui vont réussir à faire ça. Le Mali étant un pays à vocation agro-silvopastorale, je pense que nous avons beaucoup à apprendre du Brésil. Et je pense que les Brésiliens sont également intéressés à investir au Mali compte tenu de la nature de notre économie. Ici, au Mali, un produit de la commémoration de la journée de l'Afrique célébrée le 25 mai de chaque année, l'Université africaine Business School ABS a organisé la journée de l'intégration africaine sous le thème « Le rôle de la culture dans la promotion de l'intégration ». Était présent le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Al-Mouzer Al-Kami Sayatara. La journée de l'intégration africaine initiée par l'Université africaine Business School est une opportunité pour partager des connaissances, instaurer un dialogue constructif et contribuer à l'unité africaine.
Le thème de cette journée, le rôle de la culture dans la promotion de l'intégration africaine, a été choisi avec sagacité pour souligner l'importance cruciale de la culture dans le tissu social et économique de notre continent. Justement, l'intégration africaine est un projet de longue date avec la création de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. Ensuite, la CEDEAO a vu le jour. Cependant, beaucoup reste à faire pour réaliser pleinement l'intégration africaine. Nous devons surmonter certains obstacles, notamment les barrières commerciales, les conflits politiques et l'insuffisance des infrastructures. Toutes ces initiatives visent à renforcer les échanges commerciaux, promouvoir la libre circulation, développer les infrastructures et renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance et de la culture. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, la dernière née des organisations, est aussi une belle expérience de l'intégration. Les 3 pays membres de l'AES partagent des frontières communes et sont confrontés à des défis similaires, ce qui rend leur coopération et leur intégration encore plus importantes. L'un des principaux objectifs de l'AES est de renforcer la sécurité dans la région du Sahel. Cette force conjointe est un exemple important de coopération et d'intégration régionale en matière de sécurité. La journée de l'intégration africaine, célébrée par l'université ABS, a été marquée par la prestation artistique de communautés au Mali, suivie de la visite des stands aux couleurs de l'intégration africaine. Actualité des FAMA sur le terrain. L'état-major général des armées nous présente ce soir le bilan de l'opération des FAMA dans le secteur de Indeliman. Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées présente à l'opinion le bilan matériel de l'opération des FAMA du 21 avril au 3 mai 2024 dans le secteur de Indeliman. En plus de la neutralisation de plusieurs terroristes, y compris le renommé Abou Ouzé Fadi Hugo, le 28 avril 2024, le bilan matériel se présente comme suit. Moyen roulant, un camion, un Mensi, FAMA enlevé lors de l'attaque de l'Abbé le 3 décembre 2023, 2 Toyota civils, 2 tricycles, 5 motos, armement et munitions, un canon de 75 mm, une mitrailleuse 12-7, un mortier de 60 mm, un LRAC sur chariot, 2 canons LRM, un PKM, 7 PM, 4 rampes de lancement obus artisanal, 6 chargeurs garnis de 7.62, 3 chargeurs vides de PM, 3 obus de mortier 60 mm, 368 cartouches 7.62 L en vrac, divers, 15 radios sans chargeur, 6 chargeurs de Motorola, 4 pneus de 11 sur 20, 3 pneus de 255 sur 1000 R16, 5 panneaux, 2 batteries EEE 150 A, 17 pneus de moto, 112 filtres à huile, 4 filtres à air camion, une jante de camion, un radiateur pour camion. L'état-major général des armées félicite les FAMA et rassure que la recherche et la destruction des refuges terroristes continuent. Parlons toujours sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Une délégation algérienne séjourne dans la capitale malienne. La rencontre de Bamako tourne autour de l'évaluation des réseaux de communication du comité d'état-major opérationnel conjoint CEMOC. Le point avec Abdul Karim Kaba. L'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger forment le comité d'état-major opérationnel conjoint. L'objectif de cette organisation sur-régionale est de lutter contre le terrorisme et le banditisme transfrontalier. En assurant la présidence du comité, une délégation algérienne est à Bamako pour une évaluation des réseaux de communication. Les missions de cette visite consistent à, conformément aux missions de la cellule de communication, à planifier, à mettre en œuvre les réseaux de transmission fiables, sécurisés et interopérationnels au profit des échelons de commandement, c'est-à-dire l'échelon supérieur, et au profit aussi un réseau de coordination au profit des échelons subordonnés. Les missions aussi consistent à assurer l'écoulement rapide des informations à travers des moyens de liaison et enfin à assurer la sécurité des systèmes de transmission.
Cette rencontre d'experts de haut niveau du comité d'état-major opérationnel conjoint CIMOC à Bamako s'inscrit dans le cadre de renforcement de la coopération militaire entre le Mali et l'Algérie. Ainsi, les travaux de Bamako ont permis de faire un diagnostic sincère des réseaux, de consolider et d'approfondir l'excellence de la coopération militaire déjà acquise en matière de transmission entre nos pays dans un cadre d'échange fructueux. Cela afin d'anéantir le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Notons que le comité d'état-major opérationnel conjoint est une organisation née de la volonté des dirigeants des 4 pays et sa mise en place a été effective depuis avril 2010. À l'intérieur du pays, plus de 800 millions de francs CFA, c'est le coût de 2 ponts réalisés dans le cadre du projet EPAR dans le cercle de Sikasso sous la maîtrise d'ouvrage du conseil régional de Sikasso. Les ponts ont été inaugurés hier par le ministre du Transport et des Infrastructures, Moustapha Doumbia Souleymane Bamba. Les ponts de Fanyana et Ntchobougou sont réalisés dans le cadre du PAR, projet d'amélioration de l'accessibilité rurale, avec comme maître d'ouvrage le conseil régional de Sikasso. Chacune des 2 infrastructures a coûté plus de 400 millions de francs CFA. Ces 2 ponts ont vraiment été très importants parce que quand on faisait les études de cette piste-là, les 2 ponts n'étaient pas pris en compte dans le financement. Or, moi maintenant, j'ai plaidé en tant que maître d'ouvrage pour que ces 2 ponts soient pris en compte dans les ouvrages à réaliser. Donc aujourd'hui, nous avons vu qu'avec ces 2 ponts, c'est très facile de quitter Sikasso, Tabarako et aller à Niena sans retourner encore pour aller à Sikasso. En plus de ces 2 infrastructures importantes, le projet a également réalisé dans ces villages-là 21 aménagements connexes. Dans ces 21 aménagements connexes, vous pouvez compter entre autres 18 salles de classe, 6 forages équipés, 6 clôtures d'école, un magasin de stockage à Blendio et d'autres infrastructures. Le pont de Fanyana est réalisé par l'entreprise EITPBS et permet de désenclaver cette commune et 17 villages, soit plus de 65 000 habitants. En Ntchobougou, les travaux sont exécutés par l'entreprise Oter SA. C'est aussi un peu plus de 65 000 habitants qui sont touchés par la réalisation, soit 8 communes et 20 villages. Ces ponts, je vais parler de celui de Doumanaba et de Ntchobougou, ne sont pas seulement des infrastructures, mais des liens tangibles entre nos communautés et faciliteront les échanges commerciaux, renforceront nos liens sociaux et permettront un accès plus rapide aux services essentiels. Il m'est particulièrement agréable de souligner que la cérémonie marque la concrétisation de la volonté des plus hautes autorités du pays et résolument engagées à satisfaire la demande sociale pressante en matière d'infrastructures routières afin de désenclaver les zones rurales. Je me fais l'écho auprès de vous de l'intérêt primordial que le président de la transition, chef de l'État, son Excellence colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Shogel Kokala Maïga, ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement du Mali portent au développement des infrastructures de désenclavement en milieu rural. En prélude à l'inauguration des ponts de Fanyana et Ntchobougou, la délégation ministérielle a visité les ponts de Ziguena dans la commune rurale de Doumanaba. Elle a aussi rendu visite aux notabilités de Sikasso. Santé à présent, pour mener à bien la lutte contre le paludisme, le programme national de lutte contre la maladie a organisé une journée de sensibilisation. C'était hier. Il s'agissait de communiquer autour des causes, des conséquences et des moyens de prévention. Le thème de cette 17e édition est promouvoir l'équité en santé, l'égalité des genres et le droit de l'homme. Soumaou Aïdara. Contre le palu, je m'engage. Plus qu'un slogan pour le programme national de lutte contre la maladie qui multiplie les efforts pour combattre le paludisme. C'est pourquoi elle a initié cette journée de sensibilisation. Il faut absolument dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides. Il y a plusieurs moustiquaires, mais moi je conseille quand même aux uns aux autres de dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides. Parce que tant que tu dors sous cette moustiquaire, alors il est difficile que tu sois atteint par un moustique. Pour atteindre plus de cibles, notamment les femmes et les enfants, la Cité des enfants a été associée à l'événement.
Ces journées de sensibilisation, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, l'enfant qui est là avec nous ce matin a eu une meilleure compréhension de la santé, en général, y compris le paludisme. Et s'il comprend de quoi il s'agit, ça lui permet de se prémunir contre la maladie. Ensuite, ça lui permet aussi d'adopter les bonnes pratiques. S'il adopte les bonnes pratiques, il va partager ces bonnes pratiques au niveau de la communauté. On doit être propre pour éviter le paludisme. On doit être propre dans tout ce qu'on fait. Et arrêter de jeter des papiers sales, des os, quoi. Cette journée a pour finalité de pouvoir arriver à 0 cas de palu d'ici 2030. Et le thème choisi pour cette 17e édition est promouvoir l'équité en santé, l'égalité des genres et les droits de l'homme. Abdul Karim Kaba, bonsoir et bienvenue. Merci bien, Salimata, bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Parlons tout d'abord de la traditionnelle journée sportive des forces armées et de sécurité du Mali. Elle s'est tenue à Sénou. Et oui, cette journée a pour but de créer la cohésion sociale au sein des forces armées et de sécurité du Mali. L'événement a été présidé par le ministre de la Défense et des anciens combattants, compte rendu signé Brema Diallo. Créer un climat de fraternité et de brassage entre les forces armées et de sécurité du Mali, c'est le but recherché de cette journée sportive. C'est l'armée de l'air à travers la base 101 de Sénou qui a eu l'insigne honneur d'abriter cette édition. Plusieurs disciplines étaient au programme, à savoir le bataillon militaire, le basketball, le football et le footing. Le sport étant le soubassement des armées par excellence, il procure aux militaires une bonne synchronisation motrice, accroît son réflexe et lui garantit une bonne hygiène de vie. Toutes choses dont il a besoin pour l'accomplissement de sa mission de défense nationale. Ils ont pris part à cette édition l'armée des terres, de l'air, la garde nationale, la gendarmerie nationale, le génie militaire, la direction du commissariat des armées, la police nationale, les hydrocarbures et transports ainsi que la protection civile. Vu son importance, cette journée est devenue incontournable pour les femmes car le sport est l'un des fondements de l'armée et des forces de sécurité. Le sport revêt une importance cruciale dans le milieu militaire pour plusieurs raisons essentielles. Il renforce l'identité collective, la cohésion, l'esprit de corps, la solidarité. Il améliore la santé physique et mentale des militaires en augmentant leur endurance, leur résistance, leur résilience au choc, face au choc et aux rigueurs de la vie militaire. Réunis encore pour faire vivre cette belle tradition de cohésion, de solidarité et de préparation physique et opérationnelle. Chers frères d'armes, lorsque nous nous rassemblons pour le sport, rappelons-nous que nos camarades qui nous entourent aujourd'hui prendront soin de nos familles demain, lorsque nous irons à notre tour sur le champ de bataille. Cultivons avec eux cette belle cohésion, cette discipline qui fait la force principale de nos armées. Formons ensemble la meilleure équipe au monde, l'équipe des femmes. Je vous exhorte à dépenser votre énergie sans compter. L'événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Football, on en parlait hier, Kaba. La 25e journée du championnat national s'est poursuivie cet après-midi. Tout à fait, démarré hier, la 25e journée du championnat national de Ligue 1 s'est poursuivie cet après-midi avec 4 rencontres. Sur le terrain de l'ASL de Bamako, Black Star gagne 2-0 face à l'ISFAS. Au même moment, au stade Mamadou Konaté, le Djoliba AC a dominé l'AS Bakar Diandé Baraouli 2-1 et 0-0 sur le score qui a sanctionné la rencontre entre Binga FC et l'ASL de Bamako. La 25e journée prendra fin demain lundi avec 2 matchs au stade Mamadou Konaté. En ouverture déjà, samedi, les 11 cratères de Nyarela et l'EC Kita ont fait match nul, 1 but partout. L'association sportive de Kourfnasko est allée battre l'Union sportive de Bougouni 2-1. La rencontre entre l'AS Police et l'AS Bougouba a tourné à l'avantage des policiers 2-1.
Du basketball pour terminer la 8e journée du championnat national de première division a pris fin. Sur le tableau féminin, le centre Bintou Dambélé de Koulikoro a créé la surprise en venant à bout de Djulibassi par 63-49. Calaban Sport Club s'est incliné face au Stade Malien de Bamako 71-94. Déjà vendredi, l'AS Police a été battue par l'USFAS à 65-72. L'AS Real de Bamako s'est imposé 88-68 devant l'AS Mandé de la Commune 4. Du côté des messieurs, hier samedi, notre club de Kidal est tombé devant le Stade Malien de Bamako 70-78. Et vendredi, l'AS Police a perdu contre l'USFAS 56-60 et l'AS Real a gagné devant l'AS Commune 1 59-53. Merci Abdul Karim. Merci bien, c'est le matin d'Av. Point final à cette édition. Demain 13h, une présentation de Abdul Karim Kava. Et à 20h, Kaligatou Kone sera là. Merci à tous. Bonsoir.